pour le changement se mobilise donc à Bruxelles pour exiger que la voix du peuple camerounais soit écoutée et prise en compte. En soutien également au peuple du changement qui est actuellement mobilisé au Cameroun et qui compte dans ses rangs plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés et des milliers de prisonniers, nous, diaspora combattantes pour le changement, avons mis sur pied une cagnotte en ligne à travers un lien United for Cameroon afin que tous les Camerounais de la diaspora puissent exprimer par des cotisations leur solidarité agissante envers le peuple meurtri du Cameroun. Nous, combattantes et combattants, devons non seulement montrer de bons exemples en y cotisant, mais également relayer abondamment le lien United for Cameroon tout en faisant la publicité de sa fiabilité. Rendez-vous donc à Bruxelles le 15 novembre 2025, bien patriotiquement, fait à Paris pour la diaspora combattante, le général président Robert Wanto. Et comme je disais donc, les pays voisins sont en train de trembler. La crise dans le Grand Nord devrait donc toucher et est en train de toucher actuellement le Tchad. La même crise fait du mal aussi à la République centrafricaine. Sans oublier que même le Gabon sera également touché. Le Cameroun étant le poumon économique de l'Afrique centrale. Et aussi par rapport aux incursions de Boko Haram, dans la mesure où on se rend actuellement qu'au niveau des postes frontaliers, les forces de sécurité du Cameroun ont dû abandonner ces postes pour se reconcentrer vers Douala ou vers Yaoundé. Et du coup, ça va créer une autre insécurité. Dans le Grand Nord, justement aussi. Et il y aura une augmentation, pas seulement des coupeurs de route, des preneurs d'otages, mais surtout, la marchandise ne pourra plus normalement circuler, et d'où l'inflation. Toute la sous-région aura donc des problèmes. Et cet moment, le livret, c'est plutôt aggraver la situation, dans la mesure où, aujourd'hui, il est plutôt considéré comme une solution. Solution également pour les régions anglophones, puisqu'on a pu constater que, arrivé là-bas, il avait demandé pardon. Et en toute humilité, les Amazoniens étaient prêts à travailler avec lui pour que la paix revienne. Or, chez les autres qui sont actuellement là, qui sont en train de confisquer le pouvoir, c'est-à-dire que les Gongo Mondayolo et Chantal Biya, ou à Tanganji, ils ne veulent pas le dialogue, ils veulent continuer la guerre. D'autant plus qu'ils savent que si jamais il y a un nouveau pouvoir, ils finiront en prison parce qu'ils seront jugés pour des crimes contre l'humanité et parce qu'ils ont aussi monté les trucs des Amazoniens, des Ambabers. Au Nigeria, donc, comme je disais tantôt, ceux qui croyaient que le régime de Yaoundé n'a pas actionné la manivelle pour pouvoir rapidement récupérer Issa Chiroma, ils se trompent. Effectivement, ils ont actionné. Mais sauf que c'est bloqué pour l'instant. Et je vais vous faire écouter justement une réaction de certaines personnalités. Je vais peut-être prendre une, bon, pour que vous compreniez que c'est difficile que Issa Chiroma, actuellement, lui qui devait être livré, et parce qu'on attendait déjà, vous savez que le régime Biya, lui, il est toujours prêt à vous dire que livrez-nous tel. Nous sommes pressés, nous sommes prêts à vous donner ceci et cela. C'est ce qu'ils font toujours. Mais avec le Nigeria actuellement, c'est bloqué. Bien au contraire. Et il y a des personnalités, des leaders politiques qui demandent plutôt qu'on reconnaisse Issa Chiroma comme président élu du Cameroun. Et qui peuvent bien avoir des accords avec lui qu'avec Biya. Donc voilà donc où se trouve actuellement la position du Nigeria. Écoutons. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation politique assez tendue. Il s'agit de la réélection très contestée de Paul Biya au Cameroun. Un dirigeant en place depuis des décennies, âgé de 93 ans selon une source. Ça fait réagir forcément. Oui, et justement, on va s'intéresser à une réaction particulièrement virulente, celle de Timi Frank. C'est un militant politique nigérien, ancien de l'APC, un parti important là-bas. Et il n'a pas mâché ses mots sur cette élection camerounaise, c'est ça qu'on va explorer. Tout à fait.
On se base sur 2 articles de la presse nigérienne, le Daily Post et The Guardian Nigeria, datés du 28 octobre 2025. Il rapporte ses déclarations, ses appels. D'accord. Et notre objectif, c'est vraiment de décortiquer ça, comprendre ses arguments, ses accusations, parfois très lourdes, sur l'élection, les suites. Et voir un peu les implications plus larges qu'il soulève. Précisons quand même, pour cadrer un peu notre discussion, qu'on se concentre sur sa perspective, telle que rapportée là. Évidemment, il y a d'autres points de vue, mais aujourd'hui, c'est le regard de Timmy Frank qui nous intéresse. C'est ça, c'est son analyse à lui qu'on examine. Alors, allons-y. Le cœur de son message, d'après le Daily Post, c'est quoi? Il qualifie la victoire de Biya d'insulte à la démocratie et de fraude éhontée. Les mots sont très forts. Ah oui, fraude éhontée carrément. Il parle de fabrication, de subversion claire de la volonté populaire. Pour lui, c'est simple, le résultat annoncé n'est pas le vrai vote. C'est direct. Et il ne le dit pas juste pour lui, il appelle... Oui, il appelle tous ceux qui croient en la justice et la liberté à rejeter ces résultats. Donc un appel assez large. Une tentative de mobilisation en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne voit pas ça comme un problème juste camerounais. Il dit, selon The Guardian, que c'est un recul pour la démocratie en Afrique. Ah, donc il élargit le débat. Tout à fait. Il utilise cet exemple pour pointer des problèmes plus généraux de transparence, d'intégrité démocratique sur le continent. Ça donne une portée panafricaine à sa critique. Et au-delà de cette condamnation générale, il y a cette idée de fabrication. Il ne critique pas juste le processus, il dit que les chiffres sont faux. C'est ça, et il va même plus loin. Il donne un autre nom. Exactement. Il désigne Issa Chiroma Bakary comme étant, je cite, le vrai gagnant. Celui dont le mandat reflèterait la volonté authentique du peuple. Ah oui, donc là on n'est plus dans la critique, on est dans la contestation directe de la légitimité. Complètement. C'est une étape supplémentaire. Contester les résultats, bon, ça arrive. Mais désigner un autre vainqueur et appeler à sa reconnaissance, c'est autre chose. C'est une démarche assez audacieuse, non ? Très audacieuse, oui. Il ne pointe pas juste des irrégularités, il propose carrément une légitimité alternative, basée sur ce qu'il affirme être le vrai vote. Les sources disent qu'il lie ça aux irrégularités constatées pendant le scrutin. Pour lui, ça prouve que le résultat officiel n'est pas crédible. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il ne s'arrête pas au vote lui-même. Il y a des accusations très graves sur ce qui s'est passé après. Oui, et là, le ton monte encore. Le Daily Post rapporte qu'il parle de répression brutale contre les manifestants. Ah oui. Il utilise les mots tir, brutalité, arrestation massive contre des manifestants pacifiques, selon lui. Le tableau est assez sombre. Il y a une citation, je crois, particulièrement forte. Oui, celle relayée par le Daily Post. Des Camerounais innocents sont tués par leurs propres forces de sécurité simplement pour avoir exigé que leur vote compte. C'est glaçant. C'est une accusation extrêmement grave. Extrêmement grave, oui. Ça implique directement les forces de l'ordre dans des homicides. Et pour Franck, ce n'est pas un hasard. Comment ça ? Il relie cette violence dénoncée à la contestation des résultats. Pour lui, ça montre le mécontentement populaire face à ce qu'il appelle un hold-up électoral. Le Guardian souligne bien ce lien. Donc la répression serait une preuve de plus dans son discours. Voilà, une preuve supplémentaire du caractère illégitime du pouvoir, selon sa lecture des événements. Face à un tableau aussi dramatique, fraude, répression meurtrière, j'imagine qu'il ne se contente pas de dénoncer. Il appelle à quoi concrètement ? Non, il ne reste pas dans l'indignation. Il demande une action judiciaire internationale. Très clairement. Ah oui. Selon les 2 articles, il interpelle la Cour pénale internationale, la CPI, et aussi l'ONU, pour enquêter sur ces meurtres présumés, sur l'usage excessif de la force. La CPI, ça situe tout de suite la gravité des faits allégués. Exactement. Et ce qui est notable, c'est qu'il cherche des responsabilités individuelles. C'est-à-dire ? Il insiste, d'après le Daily Post, pour que les responsables, ceux qui ont donné les ordres et ceux qui ont tiré, soient tenus personnellement responsables, devant la justice internationale. Donc, pas juste une critique du système, mais une demande de compte nominative. C'est ça. Pour lui, l'immunité ne doit pas protéger ses actes. Juste noter que ça montre un engagement plus large, peut-être sur des questions de droit des peuples, de contestation. D'accord, ça donne une idée du personnage politique. Voilà, quelqu'un qui porte des causes, disons, délicates sur la scène internationale. Mais au-delà de la justice, qui prend du temps, il semble vouloir une réaction politique immédiate, non ? Ah oui, tout à fait. Il lance un appel très fort à la communauté internationale. La phrase clé, c'est « Le monde ne doit pas rester les bras croisés ». C'est dans le Daily Post. Un appel à l'action. Et il demande quoi précisément ? Des choses très concrètes.
Premièrement, reconnaître Issa Chiroma Bakary comme président légitime. Carrément. Oui. Et deuxièmement, faire pression sur Paul Biya pour qu'il se retire. Ce sont des demandes d'intervention diplomatique très fortes. Ça frôle la rupture. On sent l'urgence. Et il ne vise pas que l'Occident, j'imagine. Il parle des instances africaines. Si, et c'est un point très intéressant. Il critique assez durement ce qu'il appelle la réponse discrète, muted en anglais, dans The Guardian, de l'Union africaine. Ah bon? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Ce silence ou cette prudence qui, selon lui, nuit à la crédibilité de l'UA elle-même. Et ça trahit ses propres engagements pour la démocratie sur le continent. Venant d'un acteur politique africain, cette critique a un poids. Et il va jusqu'à parler de sanctions. Oui, le Guardian rapporte qu'il appelle les États-Unis, l'UE, l'ONU, à envisager des sanctions ciblées. Ciblées? C'est-à-dire? Contre les individus ou les entités responsables des violations électorales ou des droits humains, pour ne pas pénaliser toute la population. Une approche assez moderne, en fait. Et derrière tout ça, il y a une sorte d'argumentaire, une mise en garde? Oui, très clairement. Il dit en substance, si on laisse faire au Cameroun, ça crée un précédent dangereux. Ça pourrait encourager d'autres dirigeants à faire pareil, à manipuler les élections, à réprimer, en se disant qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc il présente ça comme un test. Exactement. Un test de la détermination mondiale à défendre la démocratie en Afrique. C'est une façon de mettre la pression, de renvoyer la communauté internationale à ses propres valeurs. Après avoir interpellé le monde entier, il s'adresse aussi directement aux Camerounais, je crois. Oui, il a un message pour eux, rapporté par The Guardian. C'est un message en deux temps. C'est-à-dire? D'un côté, il les encourage à rester pacifiques et unis. Il insiste sur la non-violence. C'est important dans ce contexte de tension qu'il décrit. Donc un appel au calme. Mais pas à se taire. Non, justement, c'est le deuxième temps. Il les encourage à continuer d'exiger des comptes. Le accountabilité. Ne pas accepter le statu quo. Maintenir la pression pour la vérité, la justice. Il reconnaît leur combat en quelque sorte. Oui, il salue leur courage dans la défense de leurs droits démocratiques. C'est à la fois une reconnaissance et un encouragement à continuer, mais pacifiquement. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, la réaction de Timmy Franck, c'est donc condamnation très dure de l'élection fraude, insulte à la démocratie, Oui. accusation très grave de répression, de violence d'État, de meurtre même. Et face à ça, un appel multiple. Justice internationale, CPI, ONU. Action diplomatique forte, reconnaissance de Bakary, pression sur Biya. Sanctions ciblées. Et une critique assez virulente de l'Union africaine jugée trop silencieuse. C'est une charge assez complète finalement. Tout à fait. Et l'intérêt d'analyser cette réaction, c'est que ça met vraiment en lumière les tensions démocratiques, les enjeux de droits humains. Surtout dans des contextes d'élections contestées avec des régimes qui durent. Exactement. Et ça pose crûment la question du rôle des institutions internationales, régionales, la critique de l'UA, les appels à l'ONU aux grandes puissances. Ça interroge leur capacité, leur volonté d'agir. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. En écho à ces appels de Franck, à sa critique du silence, quelle est au fond la marge de manœuvre réelle et la responsabilité des organisations internationales, des puissances étrangères face à des allégations aussi lourdes? Fraude massive, violation des droits humains dans un pays souverain. C'est toute la question, n'est-ce pas? Jusqu'où peut-on, jusqu'où doit-on aller? L'intervention extérieure, judiciaire, diplomatique, économique, pour protéger, pour défendre des principes, sans tomber dans l'ingérence. Surtout quand des vies sont en jeu, comme le suggère Franck. Voilà, c'est un équilibre incroyablement difficile à trouver, il n'y a pas de réponse simple, c'est un dilemme permanent, et la situation décrite au Cameroun par Timmy Franck en est une illustration frappante. Une interrogation complexe, en effet. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Le contexte politique évoqué dans les propos reproduits dessine un climat particulièrement tendu où s'entremêlent contestations, revendications populaires et interrogations profondes sur la gouvernance. L'analyse de ces contenus exige une approche très prudente, respectueuse et rigoureuse, afin d'éviter toute conclusion hâtive ou jugement catégorique. Dans cette perspective, il est essentiel d'examiner les éléments présentés avec une distance critique, en mettant l'accent sur la compréhension des perceptions, des inquiétudes exprimées et des impacts socio-économiques évoqués. L'objectif n'est pas de valider ni de contester les affirmations,
mais de permettre à chacun de comprendre les enjeux tels qu'ils apparaissent dans les discours relayés. Si vous suivez régulièrement ce type d'analyse, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Cela permet d'enrichir le débat et de soutenir la diffusion d'informations responsables. À travers les déclarations rapportées, on observe une volonté forte de mobilisation citoyenne, notamment au sein de la diaspora. Le discours met en avant une solidarité envers les populations décrites comme affectées ou vulnérables, en insistant sur la nécessité de soutenir des initiatives de regroupement et de partage de ressources. Cette dimension humanitaire s'inscrit dans un contexte où certains acteurs perçoivent la situation politique comme instable ou préoccupante. L'analyse objective doit rappeler que l'appel à la solidarité n'est pas en soi un acte polémique. Il s'agit d'un phénomène fréquent dans de nombreux diasporas confrontés à des tensions dans leur pays d'origine. Ce type d'engagement reflète souvent un désir de participation, de contribution et de soutien moral ou matériel. Pour ceux qui découvrent ce travail analytique, vous pouvez également penser à laisser un commentaire ou à partager la vidéo afin que davantage de personnes puissent accéder à une réflexion posée, équilibrée. La question de la situation sécuritaire, notamment dans certaines régions sensibles, est aussi évoquée par le discours analysé. Les propos mettent en évidence une inquiétude concernant les conséquences possibles d'un redéploiement des forces de sécurité. Il est important de souligner que toute affirmation liée à la sécurité doit être examinée avec prudence, car il s'agit d'un domaine complexe où les données officielles, les perceptions locales et les récits militants peuvent parfois diverger. L'important ici est de comprendre que les intervenants expriment une crainte, celle que des changements dans l'organisation territoriale puissent entraîner des effets sur la stabilité, le commerce ou la vie quotidienne des populations. Cette inquiétude mérite d'être prise en compte dans une réflexion plus large sur les dynamiques régionales. Si vous appréciez la façon dont cette analyse prend du recul, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et encourager la production de contenus argumentés et accessibles. Les propos soulignent aussi une dimension régionale en avançant que la situation interne d'un pays pourrait avoir des répercussions sur ses voisins. Cet argument repose sur une idée souvent discutée dans les études géopolitiques. Lorsqu'un territoire considéré comme un pôle économique subit une période de tension, cela peut potentiellement impacter les flux commerciaux et humains dans les pays environnants. Que cela soit exagéré ou non n'est pas l'objet ici. Ce qui importe est d'examiner la logique avancée. Elle correspond à un raisonnement fréquent dans les zones interconnectées où les frontières économiques sont perméables. Pour ceux qui veulent approfondir ce genre d'analyse, votre soutien en vous abonnant ou en partageant le contenu est précieux, car il permet de continuer à explorer avec rigueur des sujets complexes. Une autre partie du discours évoque des questions sensibles liées aux relations internationales, notamment la position du Nigeria dans des dossiers politiques internes au Cameroun. Il est essentiel de rappeler que toute déclaration sur la position d'un État étranger, surtout lorsqu'elle concerne une reconnaissance de leadership, doit être considérée avec une extrême prudence. Le rôle des pays voisins ou partenaires est souvent délicat et leurs actions sont généralement encadrées par des principes diplomatiques stricts. Ainsi, une analyse équilibrée doit présenter ces affirmations comme des perceptions exprimées par les intervenants et non comme des faits établis sans équivoque. Le but ici n'est pas de confirmer les informations, mais de comprendre ce qu'elles signifient dans le cadre d'un discours militant. Pour continuer à recevoir des analyses nuancées et approfondies, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un commentaire ou en partageant la vidéo. La mise en avant de noms de responsables politiques et les accusations graves évoquées doivent également être traitées avec beaucoup de prudence. Les plateformes publiques, dont YouTube, impose des règles strictes pour éviter la propagation d'allégations non vérifiées, d'attaques personnelles ou de discours susceptibles d'alimenter des tensions. Dans cette analyse, il s'agit donc de comprendre le rôle rhétorique que jouent ces accusations dans le discours de l'auteur. Elles traduisent une perception d'injustice, un sentiment d'urgence et une volonté de souligner la nécessité d'un changement politique selon sa perspective. La prise de recul est indispensable. Analyser les accusations ne revient jamais à les valider. Cette démarche analytique, justement, vise à éclairer les mécanismes du discours. Si vous appréciez cette neutralité et cette rigueur, je vous invite à vous abonner et à commenter pour encourager ce type de contenu équilibré. Les interventions de figures comme Timmy Frank, décrites dans les extraits de presse évoqués, ajoutent une dimension internationale à ce débat. Là encore, il convient d'être extrêmement vigilant. Ces déclarations représentent une opinion rapportée, une prise de position individuelle ou partisane, et non une vérité universelle. Elles permettent cependant de mieux comprendre comment certains acteurs extérieurs perçoivent les événements ou les interprètent. L'analyse doit souligner que ces propos appartiennent à leur auteur et reflètent un contexte sociopolitique donné. Ils s'inscrivent dans une tradition de commentaires politiques transnationaux fréquents dans les espaces africains et internationaux. Pour ceux qui souhaitent que ce travail d'analyse neutre continue, votre abonnement, votre partage ou votre commentaire est toujours apprécié et contribue énormément.
Dans la poursuite de cette analyse, il est essentiel de comprendre que les discours relayés traduisent avant tout une forte intensité émotionnelle. Les moments de contestation politique, qu'ils aient lieu dans un pays ou dans sa diaspora, s'accompagnent presque toujours d'une montée de tension verbale, de discours passionnés et parfois de formulations qui cherchent à provoquer une prise de conscience. Dans ce contexte, les mots employés ne doivent pas être interprétés comme une vérité définitive, mais comme l'expression d'une inquiétude collective. L'analyse objective doit distinguer la substance politique de l'émotion, en rappelant que les plateformes publiques exigent un usage modéré et responsable des propos sensibles. Si vous êtes sensible à cette manière d'aborder des sujets délicats sans excès, vous pouvez vous abonner ou laisser un commentaire pour soutenir ce travail. Les descriptions des violences alléguées, qu'il s'agisse de pertes en vies humaines, de blessés ou de détentions, nécessitent une attention particulière. Ces affirmations, lorsqu'elles proviennent de figures militantes ou de sources partisanes, expriment un ressenti, une perception ou une dénonciation, mais elles doivent toujours être examinées avec prudence. L'analyse qui en est faite ici vise uniquement à contextualiser ces propos, en expliquant comment elles participent à la construction d'un discours de contestation. Les plateformes comme YouTube interdisent la promotion ou la diffusion de contenus incitant à la violence, et il est impératif de souligner que ce script ne valide ni ne propage aucune accusation ou incitation. Ils se contentent de comprendre comment ces arguments sont présentés par leurs auteurs. Si cette approche vous semble pertinente, pensez à partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes d'avoir accès à une réflexion structurée et responsable. L'appel à la mobilisation de la diaspora, tel qu'exprimé dans les propos, représente un phénomène social observé dans plusieurs pays où les populations expatriées cherchent à s'impliquer dans la vie politique de leur nation d'origine. Cet engagement est souvent nourri par un sentiment d'appartenance, de solidarité et de responsabilité. Dans l'analyse, il est important de préciser que cet appel à l'action, pour rester conforme aux bonnes pratiques, doit être perçu comme une démarche associative ou citoyenne, et non comme une incitation à tout acte pouvant violer les règles de sécurité ou de respect des lois. La mention de collecte ou de contribution financière évoque une dynamique de soutien moral et matériel, ce qui s'inscrit dans une tradition de mobilisation communautaire. Si vous souhaitez encourager des analyses sérieuses sur ces dynamiques politiques, vous pouvez soutenir la chaîne par un abonnement. Le discours aborde également des thématiques liées aux tensions régionales, notamment en ce qui concerne l'insécurité dans le Grand Nord. Ce type de sujet nécessite une prudence accrue, car les informations sur la sécurité nationale sont généralement complexes et sujettes à interprétation. L'auteur des propos met en avant sa perspective, selon laquelle certaines décisions politiques auraient des répercussions sur la stabilité des zones frontalières. L'analyse neutre doit rappeler que ces interprétations ne peuvent être considérées comme des faits établis sans source officielle ou vérifiée. Elles illustrent cependant les préoccupations exprimées par une partie des observateurs et militants. Pour ceux qui apprécient ce type de décryptage nuancé, n'hésitez pas à commenter votre point de vue afin d'enrichir le débat public de manière constructive. Les références aux effets économiques dans la sous-région Afrique centrale reflètent une idée géopolitique fréquente. Lorsqu'un pays dispose d'un poids économique considérable, sa stabilité interne influence naturellement ses voisins. C'est un argument souvent utilisé dans les analyses politiques africaines, notamment concernant les flux commerciaux, la libre circulation ou les chaînes d'approvisionnement locales. Ici encore, l'analyse doit souligner que les propos expriment une inquiétude, non un diagnostic vérifié. Ils montrent que certaines voix estiment que la situation interne du Cameroun pourrait avoir des répercussions régionales. Il appartient à chaque lecteur et citoyen d'évaluer ces affirmations en tenant compte de la diversité des sources disponibles. Si vous souhaitez suivre régulièrement des contenus qui contextualisent les événements sans dramatiser, un abonnement aide énormément à soutenir ce type de travail. Les passages concernant les relations entre les autorités camerounaises et le Nigeria illustrent la complexité des enjeux diplomatiques en période de contestation électorale. Il est courant que certains discours militants évoquent des alliances supposées, des positions étrangères ou des négociations politiques. Dans notre analyse, il est crucial de rappeler que ces éléments relèvent souvent du domaine des perceptions, des rumeurs ou des interprétations partisanes. Toute affirmation sur la position officielle d'un pays doit être abordée avec prudence. Le script vise à éclairer la logique argumentative des auteurs et non à confirmer l'exactitude des faits rapportés. Pour encourager davantage de contenus qui respectent ces précautions méthodologiques, vous pouvez partager la vidéo afin que d'autres personnes bénéficient d'une analyse responsable. L'introduction d'acteurs internationaux comme la Cour pénale internationale ou l'Organisation des Nations Unies dans le discours démontre une volonté de donner une portée mondiale à des préoccupations locales. Il n'est pas rare que des activistes appellent la communauté internationale à intervenir lorsqu'ils estiment que la situation interne nécessite une surveillance. L'analyse, ici, doit rappeler que ces appels font partie du langage politique militant.
Ils expriment une attente de justice, de transparence ou de réforme, mais ne constituent en aucun cas une preuve que ces instances s'apprêtent réellement à intervenir. En examinant ces propos, il est important de se concentrer sur leur fonction argumentative, donner plus de poids à un message en invoquant des institutions reconnues. Si cette réflexion vous paraît utile, laissez un commentaire pour partager votre compréhension et contribuer à un débat mesuré. Les critiques adressées à l'Union africaine dans les propos étudiés soulignent une frustration courante chez certains militants qui estiment que les institutions régionales ne réagissent pas avec la fermeté souhaitée. Ce type de critique est récurrent dans plusieurs contextes africains où la société civile aimerait voir des prises de position plus rapides ou plus affirmées. L'analyse doit toutefois rappeler que les organisations internationales fonctionnent selon des règles et des équilibres diplomatiques qui limitent parfois leur expression publique. En observant ces propos avec recul, on comprend qu'ils traduisent un besoin de reconnaissance et de visibilité de la part des populations contestataires. Pour soutenir ce genre d'analyse qui met en perspective les discours sans les amplifier, vous pouvez vous abonner ou partager le contenu autour de vous. La dernière dimension de cette partie des propos concerne l'appel aux Camerounais à rester pacifiques, un appel important dans tout contexte de tension. L'analyse objective se doit de saluer toute démarche encourageant la non-violence, car la stabilité sociale dépend toujours du maintien d'un climat apaisé. En même temps, le discours souligne la volonté de certaines voix de continuer à exiger des comptes.